Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous, merci beaucoup. Heureux de vous retrouver une année encore dans ce cadre assez magique et sous un temps qui nous rappelle que l'été a été plein d'inégalités pour les estivants. On va parler d'un thème qui traverse beaucoup de questions et d'interrogations dans l'esprit des chefs d'entreprise et pas seulement, prisonniers du libre-échange ou souverain pour être libre, avec un plateau assez magistral. Agnès Benassi-Kéré, qui est au milieu, qui est Chief Economist à la Direction Générale du Trésor. Agnès Benassi-Kéré, c'est un des plus beaux CV de la planète éco en France et dans le monde. Par ailleurs, membre du Cercle des économistes, professeur à l'École d'économie de Paris, la prestigieuse École d'économie de Paris. Tout à fait, presque au bout, Nicolas Hieronymus, directeur général de L'Oréal depuis 4 mois bientôt. Vous avez fait, Nicolas, toute votre carrière à L'Oréal. Comme souvent dans cette entreprise, c'est une entreprise qui fait prospérer les gens en interne. Et ce sera très intéressant d'avoir votre témoignage. Vous avez fait une carrière qui, forcément, à L'Oréal, veut dire que vous avez travaillé, que vous avez vécu à l'étranger, que vous connaissez cette expérience-là et que vous avez eu des responsabilités internationales. Je le souligne parce que c'est vraiment important que vous soyez là. Vous êtes rare dans ce genre d'événements et on est vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui. À côté de vous, juste au bout de cette scène, Olivier Marleix, député Les Républicains d'Eure-et-Loir. Vous avez été collaborateur de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Vous êtes un des personnages les plus actifs à droite sur ces sujets de la souveraineté industrielle. Et vous avez sorti récemment un livre dont le titre est peu ambigu, Les liquidateurs, mais le sous-titre encore moins ambigu, ce que le macronisme inflige à la France et comment en sortir. On verra comment en sortir de toutes ces affaires que vous nous exposerez. Boris Vallaud, qui est juste à côté de moi, qui est votre collègue à l'Assemblée nationale, député PS des Landes. Vous avez été collaborateur d'Arnaud Montebourg, et quand on dit ça et qu'on parle de souveraineté industrielle, on dit beaucoup de choses, parce que Arnaud Montebourg a une signature dans ce domaine, bien sûr. Puis secrétaire général adjoint de François Hollande, quand on dit ça, on ne dit rien de plus. Non, voilà. Et vous avez succédé à Emmanuel Macron, bien sûr, oui, bien sûr, et ça arrivera peut-être un jour. Oui, bon, d'accord. Et dans vos fonctions au PS, vous êtes chargé du projet présidentiel, et donc c'est très important, effectivement, c'est encore plus important de vous avoir ici aujourd'hui. Denis Père, qui est juste à côté de vous, entrepreneur, j'allais dire serial entrepreneur. Vous avez créé plusieurs entreprises, vendu plusieurs entreprises, et vous avez aussi tâté un peu de la politique, puisqu'il y a quelques années, vous avez lancé le mouvement Nous Citoyens, un mouvement qui s'affichait vraiment très libéral, et ce sera intéressant de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, dans vos activités de chef d'entreprise, puisque vous avez lancé une activité de stockage de l'énergie, comment est-ce que vous avez évolué? Vous avez vous aussi signé un livre qui s'appelle Le Contrat mondial. Et puis enfin, je parle de vous en dernier, Franck Riester, parce que c'est vous qui allez parler le premier. Franck Riester, ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. On oublie souvent cette dernière partie de votre intitulé. Élu de Seine-et-Marne, centriste, ancien des Républicains, venu dans la Macronie et créateur du mouvement Agir, ministre de la Culture d'abord, puis ministre du Commerce extérieur. Alors on va rentrer tout de suite avec vous dans le vif du sujet. On a un environnement mondial extrêmement mouvant. On a cette domination qui est désormais à peu près incontestable de la Chine et des États-Unis dans le commerce mondial. On a beaucoup d'incertitudes, bien sûr, liées à la sortie de la crise du Covid, et puis des tendances fortes qui sont la transformation écologique et la transformation numérique. Dans ce contexte extrêmement incertain, troublé, le MEDEF avait fait un sondage il y a quelques mois, un sondage IFOP, qui démontrait que 3 Français sur 4 étaient inquiets de la place de la France dans l'échiquier du commerce extérieur. 3 Français sur 4. Est-ce qu'ils ont raison ? Non, ils n'ont pas raison, mais nous avons évidemment encore des progrès à faire en termes de balance commerciale, mais pour autant, nous voyons que la stratégie qui est la nôtre de compétitivité de notre économie et de déploiement à l'international de notre économie commence à payer. En 2019, la France avait la croissance la plus élevée de toute la zone euro.
nous avions une croissance qui reposait pour 40% sur les exportations. Et donc nous avons une politique qui consiste à la fois affirmer notre souveraineté dans un monde qui est de plus en plus difficile, rude, où les puissances, les États-continents affirment avec de plus en plus de force leur souveraineté, leur détermination à imposer leur propre modèle ou imposer leurs entreprises, et en même temps s'appuyer sur des échanges internationaux de plus en plus nombreux. Nous pensons que nous pouvons allier souveraineté, davantage de liberté politique, davantage de choix politiques pour la France et pour l'Europe, et en même temps davantage d'échanges commerciaux, d'investissements international, d'exportation. C'est au cœur de notre stratégie politique française, au cœur de notre stratégie politique européenne. Quelques chiffres. Le fait de miser sur davantage d'ouverture des marchés a permis, par exemple, à la France d'augmenter de 24% ses exportations depuis quelques années vers le Canada grâce à l'accord CETA, qui avait fait tant de débats il y a quelques années. Le fait de faciliter les échanges avec le Canada grâce à cet accord de libre-échange a permis d'augmenter les exportations françaises, donc créer la valeur en France, donc créer des emplois en France de 24%. Donc nous avons besoin de continuer d'aller plus loin en termes d'exportation et de déploiement à l'international de notre économie, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix, effectivement, de notre indépendance et de notre souveraineté, pas au prix de conséquences néfastes sur des échanges qui seraient non maîtrisés, non régulés, je pense en termes environnementaux, je pense en termes, bien évidemment, aussi de droits humains. Et c'est donc la raison pour laquelle nous voulons avoir une politique économique qui repose sur une accélération de notre compétitivité, de l'amélioration de notre compétitivité. Et depuis 2017, pour être tout à fait juste, avant 2017, les choses avaient commencé à évoluer positivement avec la création du CICE, mais depuis 2017, les choses accélèrent avec beaucoup de force pour, dans cette compétition mondiale, améliorer la position de la France. C'est la baisse de la fiscalité sur le capital, c'est l'amélioration de l'environnement pour favoriser le capital humain, avec notamment la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'apprentissage. Et c'est bien évidemment aussi avoir une politique, outre l'amélioration de la compétitivité du pays, d'avoir une politique commerciale moins naïve, de mieux protéger nos entreprises, en faisant en sorte que l'Europe, à travers la politique commerciale qui est la sienne, puisse mieux vérifier que les engagements de nos partenaires commerciaux sont respectés, que les engagements qu'ils prennent en matière de normes, en matière de respect des normes sanitaires, en matière de concurrence loyale, tiennent leurs engagements. Et c'est, par exemple, sous l'initiative de la France, le fait d'avoir créé un poste au sein de l'Union européenne de procureur commercial en charge spécifiquement de veiller à la bonne tenue des engagements de nos partenaires commerciaux. Et c'est l'idée de créer des nouveaux instruments de politique commerciale qui nous permettront de mieux nous défendre, d'assurer une meilleure réciprocité de l'ouverture des marchés publics pour nos entreprises, de faire en sorte que les subventions données par un certain nombre d'États à leurs entreprises ne viennent pas d'une façon déloyale perturber les systèmes économiques européens. C'est de faire en sorte d'avoir des outils de représailles rapides si demain un pays décide de taxer les produits européens parce qu'à un moment donné, la politique économique ou la politique tout court d'un pays de l'Union européenne ne lui convient pas. Et c'est une réalité d'aujourd'hui et qui va être accélérée avec la présidence française parce que nous comptons bien accélérer pour faire en sorte de nous doter d'outils pour avoir une politique commerciale moins naïve. Et enfin, c'est de faire en sorte que cette stratégie économique et commerciale veille à mieux réguler ces échanges pour mieux prendre en compte les conséquences négatives qu'il y a en matière, encore une fois, d'environnement, en matière sociale. Et c'est tout ce qui va être au cœur de cette revue de politique commerciale pour que notre politique commerciale soit plus durable, plus résiliente et plus responsable vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis des acteurs économiques. Je peux vous donner un exemple ou deux qu'a rappelé Bruno Le Maire hier. Par exemple, la création d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières,
par exemple le fait d'insérer le respect de l'accord de Paris comme clause essentielle de nos politiques commerciales, ou encore de créer un instrument de lutte contre la déforestation importée. Vous voyez qu'on peut affirmer une souveraineté française et européenne et en même temps miser vers davantage d'échanges commerciaux, d'échanges de biens et de services, parce que c'est la clé pour conforter notre croissance et conforter les emplois en France. Donc, par rapport au titre qui est prisonnier du libre-échange ou souverain, c'est libre-échange et souverain, c'est ça? Tout à fait. Alors, Agnès Benassi-Kéré, je fais appel à vos lumières d'économiste, c'est-à-dire vous allez faire la prof, nous rappeler quand même à quel point le libre-échange dans l'économie est une donnée absolument fondamentale. Agnès Benassi-Kéré. Tout à fait, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je reste malgré tout toujours prof. Et donc, je vais rappeler les 3 principaux bénéfices du libre-échange. C'est toujours utile de les rappeler. Le premier, c'est l'exploitation des avantages comparatifs et des économies d'échelle qui permettent la spécialisation, et donc une meilleure efficacité. Le deuxième, c'est l'accès à un panel plus vaste de variétés de produits, d'un même produit, c'est l'échange intra-branche. Et le troisième, qui a été beaucoup discuté récemment, c'est la diversification des risques d'approvisionnement. Alors, vous êtes peut-être surpris que je vous donne cet élément comme avantage du libre-échange, puisqu'on a vu pendant la pandémie les difficultés des chaînes d'approvisionnement. Il faut quand même penser, imaginez, avec le réchauffement climatique, on va avoir des catastrophes naturelles qui pourraient être spécifiques à certains pays. Imaginez une catastrophe naturelle en France. Imaginez les entreprises qui seraient prisonnières de chaînes de valeur entièrement françaises. Voilà, la diversification, c'est une réalité. Il faut absolument l'étendre et non pas la réduire. Alors, ces avantages du libre-échange sont tout à fait substantiels. L'ordre de grandeur en termes de pouvoir d'achat de la mondialisation, c'est un 13e mois de salaire pour les ménages français. Donc c'est de l'argent qui, évidemment, peut être réemployé pour, par exemple, d'une consommation de services qui, elle, est localisée en France. Quand vous dites, je vous interromps, quand vous dites c'est l'équivalent d'un 13e mois de salaire... En termes de pouvoir d'achat. En termes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire la valeur créée par les échanges, par ce libre-échange, c'est un 13e mois? Disons, le fait de pouvoir acheter des t-shirts fabriqués en Asie... Les économies de pouvoir d'achat qui correspondent à... aux ménages de faire des économies et donc de pouvoir éventuellement réallouer cet argent en allant au restaurant. Pour faire ces choses simplement. Alors, le marché unique est une mondialisation dans la mondialisation qui a ceci de spécifique que c'est beaucoup plus que la mondialisation, puisque c'est le marché unique, donc y compris toutes les normes, donc avec un effet majeur, non seulement en termes d'augmentation de l'efficacité, alors je passe les difficultés, parce que la mondialisation, dans la mondialisation, c'est pas évident de calculer l'effet supplémentaire que ça a, mais c'est de l'ordre de 4 à 7% de PIB en plus pour un pays comme la France. Et c'est de la résilience, puisque ça joue comme une assurance. L'essentiel de nos échanges sont intra-européens et ces chaînes d'approvisionnement intra-européennes sont sûres. Et ça, je pense que ça, c'est un élément extrêmement important aujourd'hui. Et les gains liés aux accords commerciaux, bilatéraux, le ministre Franck Riester en a parlé, je ne vais pas y revenir, ils sont tout à fait substantiels également. Alors maintenant, il y a 3 grands griefs, et il ne faut pas se voiler la face. Ces 3 grands griefs sont vrais. Également. Donc, le premier, c'est les dysfonctionnements du système multilatéral. Le ministre en a parlé. Et donc, la solution par rapport à ça, il y a la lenteur des procédures, les barrières non tarifaires. Ça appelle plutôt à corriger les règles plutôt qu'à passer par-dessus bord la mondialisation. Donc, il en a parlé. Il y a beaucoup de pistes et je pense qu'on avance pas mal dans cette direction. La deuxième chose, c'est la vulnérabilité des approvisionnements. Donc là, au Trésor, on a fait une quantification. Sur 5000 produits échangés, les produits qui posent problème, éventuellement, parce que la France est dépendante d'importations extra-européennes, puisque j'ai dit que l'intra-européen ne posait pas de problème, donc extra-européenne, fortement dépendante et concentrée, très concentrée sur un tout petit nombre de pays fournisseurs, ça fait 121 produits. Il y a 121 produits sur 5000. Donc le problème existe, mais il n'est pas majeur, il n'est pas massif, il faut le traiter au niveau des produits concernés. Si on descend encore plus donc les produits concernés, vous les connaissez, il y a des terres rares, il y a des produits pharmaceutiques, il y a des produits chimiques essentiellement.
Si on descend pour voir les produits qui non seulement vérifient tout ce que j'ai dit, mais en plus ont peu de substitutions possibles, on arrive à 12 produits. Et ces 12 produits, bon, je pourrais vous donner des exemples. Oui. Il y a les parasols, voilà. Il y a les plantes en plastique, vous savez, décoratives. Ce n'est pas des éléments... C'est pas stratégique dans tous les cas de figure. Stratégique pour les chaînes de valeur. Ouais. Alors, je dis ça parce que je pense qu'il y a un peu de confusion dans le débat. Et parfois aussi, on confond des vulnérabilités structurelles avec le cycle. Donc aujourd'hui, on a un cycle et on a des grosses difficultés sur les semi-conducteurs, c'est pas un scoop, mais c'est parce qu'il y a une hausse de la demande au niveau mondial et on a des difficultés au niveau de l'offre mondiale. Donc là où je veux en venir, c'est que la France est plutôt moins exposée à ces problèmes qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, et encore beaucoup moins que l'Espagne ou l'Italie. Et les solutions, c'est la diversification quand c'est possible, c'est le stockage, c'est le recyclage, c'est en dernier ressort la relocalisation de certaines productions en coordination européenne. Il n'est pas question, quand on a la même vulnérabilité, il n'est pas question que chacun se construise des usines dans son coin. Il faut toujours rappeler sur ce point-là que 21% de la valeur des exportations françaises est constituée de valeur ajoutée importée. Ça, c'est la base de l'OCDE qui nous dit ça. Donc, il faut faire très attention quand on envisage des politiques qui vont renchérir les inputs, de ne pas se tirer une balle dans le pied en termes de compétitivité. Voilà. Et sur ce point-là, l'État peut intervenir quand il y a des questions de sécurité, quand il y a des enjeux géopolitiques avec des menaces de pays étrangers qui utiliseraient ces vulnérabilités comme élément de pression. Mais c'est quand même les entreprises qui sont, je voudrais comme le rappeler ici, qui sont en première ligne de leur chaîne de valeur. Et je voulais terminer sur les fuites de carbone. Très rapidement. Parce que on en reparlera dans le débat. Voilà, un mot sur les fuites de carbone. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect tarification du carbone dans le transport international, qui est un sujet en soi, et l'autre aspect qui sont les fuites de carbone. Et on a de plus en plus d'évaluations. Il y en a une toute récente du FMI, que ces fuites de carbone sont considérables. C'est-à-dire c'est de l'ordre de 30%. Lorsqu'on a une politique en Europe pour éviter 10 tonnes d'émissions, eh bien, ça entraîne 3 tonnes dans le reste du monde. Donc, c'est tout à fait considérable. Donc, on a de plus en plus d'évaluations. Donc, les solutions, là où il faut faire très attention, c'est qu'une solution type mécanisme d'ajustement carbone, c'est une solution pour justement lutter contre ces fuites de carbone. C'est un objectif environnemental. En aucun cas, c'est une protection. Et il y a des conditions pour que ça puisse être compatible avec les règles de l'OMC. Il faut faire très attention de ne pas présenter ça comme une politique, disons, de compétitivité, parce que là, on est sûr qu'on ne l'aura jamais. Très clair. Merci beaucoup, Agnès Massi-Guéret. Alors, je vais passer la parole à Nicolas Hieronymus, parce que, je le redis, vous êtes à la tête d'une entreprise mondiale qui intervient sur tous les continents, qui a des salariés sur tous les continents. Et évidemment, vous avez un regard sur le commerce extérieur, le libre-échange, qui est forcément teinté du réel. C'est la première entreprise du secteur cosmétique dans le monde. Une des clés de votre succès, c'est l'innovation. Et peut-être cette innovation vous permet de dépasser le sujet ou la question du libre-échange et de la souveraineté. Nicolas Hieronymus. Oui, tout d'abord, bonjour. Je suis très heureux de participer pour la première fois à la REF du MEDEF, et d'autant plus à un moment où L'Oréal va plutôt bien. On a publié un très joli premier semestre à plus 20%. Donc on est dans une dynamique positive. Et je crois que c'était aussi le sens du message de Geoffroy Roux de Bézieux hier. Et en ce qui concerne notre performance, il est sûr et certain qu'elle est favorisée par notre empreinte mondiale, par le fait que nous soyons une entreprise qui a formidablement bénéficié du libre-échange depuis plus de 100 ans, c'est l'ancienneté de L'Oréal. Alors nous sommes une entreprise française, nous avons 14 000 salariés en France, 12 usines qui produisent pratiquement un quart des unités que nous vendons dans le monde entier, mais nous avons aussi des usines aux États-Unis, en Chine, en Indonésie, au Brésil, et notre croissance, notre développement, qui a fait de nous la première entreprise de cosmétiques mondiale, elle est totalement favorisée par le libre-échange des marchandises, des talents, de la recherche. Nous avons 21 centres de recherche dans le monde entier.
des idées qui peuvent naître dans notre laboratoire de Rio et bénéficier aux consommateurs français comme à notre laboratoire de Chine. Donc nous sommes une entreprise qui est véritablement fondée sur le libre-échange et sur l'innovation. Car au fond, quand on parle de protection, puisqu'on a entendu parler de protectionnisme, nous, notre meilleure protection, ce qui nous permet de gagner des parts de marché, c'est l'investissement, c'est l'innovation, et c'est être capable de fournir des produits supérieurs que les consommateurs du monde entier ont envie d'acheter. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que le libre-échange doit être dépourvu de toute règle? Évidemment non, et je rejoins en cela les paroles du ministre Franck Riester. Il faut des règles du jeu, et je crois que l'Europe a une puissance normative qu'elle doit exercer. Elle doit définir des règles du jeu qui soient idéalement les mêmes pour tous les joueurs de la planète. Ça a été le cas dans notre domaine avec la loi avec REACH, qui a défini la composition des produits en matière chimique, et qui est une loi européenne qui s'impose, qui est reprise progressivement par la Chine, qui est en train de percoler aux États-Unis sous la pression de la Qui avait pas mal fait râler les industriels à l'époque. Tout à fait. Et il a fallu les Européens n'étaient pas très heureux de cette affaire. Hein. Mais à la fin, c'est une norme. Et quand on joue tous avec les mêmes règles, les meilleurs joueurs finissent par l'emporter. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et je crois qu'on a la même opportunité avec le Green Deal, qui est en cours d'élaboration au niveau européen. Et ça me paraît très, très important d'avoir une position européenne unique, ce qui n'est pas toujours le cas avec des pays qui veulent avoir une approche légèrement différente. Donc ça me paraît très très important d'avoir ces règles du jeu communes, ce qui ne dispense pas les grandes entreprises comme la nôtre d'intervenir sur des sujets fondamentaux comme le développement durable, comme le respect des droits humains. Nous avons nos propres chartes éthiques, nos propres audits pour s'assurer que dans le monde entier, nos fournisseurs, nos usines respectent les règles de base et donc ne rentrent pas dans du dumping, qu'il soit social ou environnemental. Donc en tant que leader, on se doit de donner l'exemple, mais je crois qu'au fond, le maître mot pour moi, c'est celui de l'innovation. Et si je devais conclure sur un point, je pense que cette innovation, en revanche, elle doit être protégée. On doit faire en sorte d'être en mesure de défendre nos brevets, de défendre nos savoir-faire, de défendre nos données. Nous parlions en préparant cette conférence du petit regret que nous avons à un certain nombre d'entreprises de ne pas avoir de cloud européen qui nous permettrait de stocker nos informations, nos données, celles de nos consommateurs et de notre savoir ailleurs que dans des entreprises soit américaines, soit chinoises. Mais chinoises pour le marché chinois. Pour le marché chinois, évidemment. Mais peut-être que c'est quelque chose qui sera évoqué plus tard et peut-être qu'il finira par se produire. Mais en tout cas, par rapport à la question, oui au libre-échange, un libre-échange avec des règles du jeu qui puissent être appliquées à tous de façon la plus équitable possible. Allez-y, lâchez-vous. Hein. Juste un mot quand même sur la structure de votre business, si j'ose dire. Vous avez toute une gamme de produits qui va du mass market à des produits de luxe, de grand luxe même. Les consommateurs sont un peu partout friands de la totalité de la gamme de vos produits. Est-ce que tout ça vous crée une politique industrielle différente selon le type de produit ? Oui, tout à fait. En fait, c'est assez simple. Tous nos produits de grande consommation, de mass market, oui. Donc des shampoings, des gels douche, sont fabriqués près des consommateurs, à la fois pour des raisons de coût, mais surtout aussi pour des raisons écologiques, de transport. Donc en Chine pour les Chinois, aux États-Unis pour les Américains. Exactement. Donc on fabrique aux États-Unis à peu près 1 milliard d'unités pour le marché local. Donc tous les produits, on va dire, qui ont la plus faible valeur ajoutée sont fabriqués localement, dans chaque région et dans chaque pays, et donc y compris en France pour le marché européen. En revanche, nos produits dits de luxe, je pense à une marque comme Lancôme, qu'un certain nombre de personnes connaissent ici, ou des produits de Saint-Laurent, d'Armani, sont tous fabriqués en France, dans des usines du nord de la France, à Caudry, une usine qui a fêté ses 50 ans avant Noël, et ceux-ci sont exportés en Chine, au Japon. Avec ce label France ou Paris. Avec ce Made in France qui est très important dans la perception de qualité pour les consommatrices chinoises. Merci beaucoup, Nicolas Hieronymus. Alors, Olivier Marleix, vous avez une vision moins, comment dire, optimiste ou ouverte de ce qu'est le libre-échange. Vous avez signé des travaux assez importants sur justement ces sujets-là, une commission d'enquête sur la politique industrielle que vous avez animée avec des collègues députés, et puis vous avez travaillé à un rapport sur la politique industrielle de l'État
travaillé avec ou pour France Stratégie. Votre thèse, vous, c'est que la France a été naïve, qu'elle s'est trompée sur un axe stratégique majeur, lequel ? Oui, d'abord, peut-être rappeler quels sont les enjeux de ce débat. La réapparition, le réveil autour de la question de la souveraineté, c'est qu'il y a des moments où un gouvernement, un pouvoir public, notamment face à une crise mondiale, doit être en mesure de satisfaire des besoins essentiels de la population. Et au début de cette pandémie, en 2020, les pouvoirs publics n'ont pas été en mesure de fournir un bien aussi simple que des masques à la population. C'était vrai des tests, c'est vrai des vaccins, etc. Demain, ça pourrait être le cas sur une crise alimentaire majeure. Il y a des sujets sur lesquels on doit être en partie souverain, trouver des réponses. Je ne dis évidemment pas qu'il faut tout faire tout seul, mais tout ça doit s'organiser en tout cas. Ouais. Deuxième enjeu, c'est quand même, après 40 ans d'accords de libre-échange, on a le droit quand même de s'interroger sur le bilan effectif de cette ouverture tous azimuts aux marchés mondiaux. Et quand on regarde la situation économique de la France, ce bilan, il n'est pas totalement, systématiquement convaincant. Un déficit commercial structurel de 65 milliards chaque année depuis, enfin, en tout cas, un déficit structurel depuis 20 ans, quel que soit le talent de mon ami Franck Riester, c'est une donnée structurelle. Je ne parle pas du chômage qui n'est jamais descendu en dessous des 8%, des montants colossaux de la redistribution dans notre pays, etc. Donc, il faut prendre le temps quand même de s'interroger un peu sur ce bilan. Moi, je pense qu'en fait, effectivement, en France, on a une vision beaucoup trop naïve, que d'ailleurs nos partenaires économiques principaux n'ont pas eu. Nous avons été les seuls à faire ce choix. Qu'un intellectuel, quelqu'un comme Alain Minc, par exemple, j'ai déjà dit du mal de ce que je pensais de cette théorie dans mon livre, donc je n'ai pas peur de me fâcher davantage, a parfaitement résumé en expliquant qu'il n'y avait pas d'alternative au grand marché mondial, qu'il fallait l'accepter, que tout ça faisait un petit peu de casse, mais que ce n'était pas grave. Ça se réparait par de la redistribution. Et je pense qu'en fait, ce sur quoi l'économie française se fracasse depuis 40 ans, c'est ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, le postulat de départ, il était faux. Le postulat de départ, c'était c'est pas grave, on va délocaliser ou on va acheter à l'extérieur tout ce qui est à faible valeur ajoutée. Et nous, on va garder les services, on va devenir une économie de services, vous vous en souvenez, ou on va garder tout ce qui est à haute valeur ajoutée. Simplement, ça repose, je pense, sur un postulat faux, une vision un peu, pour le moins qu'on puisse dire, ethnocentrée finalement du monde, et qui semblait imaginer que jamais les Indiens, jamais les Chinois ne seraient capables de faire des produits haut de gamme. Cette vision du monde, elle est fausse. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment, je crois, au bout de ce système, et ce sont nos entrepreneurs qui en payent les pots cassés, en subissant une concurrence mondiale qui est souvent insoutenable, parce que les autres n'ont pas les mêmes règles que nous, et que même quand on relit les économistes néolibéraux, Milton Friedman, le marché il doit être homogène pour que la concurrence puisse se jouer. Ce n'est pas le cas de la concurrence mondiale, Denis Père en parlera infiniment mieux que moi. Et puis en revanche, eh bien, la redistribution elle est sans fin, puisque ce n'est pas simplement notre classe ouvrière que nous avons sacrifiée, c'est en réalité des pans entiers de notre économie qui continuent de s'effondrer. Donc oui, il est temps de changer un peu notre logiciel. Et quoi, et de fermer les frontières davantage, c'est ça ? Non, c'est pas ça, c'est simplement être un peu moins naïf, un peu plus stratège dans cette approche. Je pense très clairement qu'on a besoin de plus de liberté à l'intérieur du pays, plus de liberté pour nos entrepreneurs, que la compétitivité, l'amélioration de la compétitivité reste une condition nécessaire, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes et que nos entreprises ont besoin d'avoir un État qui soit beaucoup plus partenaire. Vous savez, on a un modèle, un exemple qui est beaucoup plus performant que le nôtre, c'est l'Allemagne à nos portes. Pourquoi ? Parce que je pense que l'État a été infiniment plus stratège que l'État français. Avec des données de base qui ne sont pas très éloignées des nôtres. Je veux dire, la structure économique, le fait que c'est un pays européen, un modèle social qui est très ressemblant à celui de la France, et ça peut marcher. Les mêmes règles appliquées. Simplement, regardez, vous avez des exemples tous les jours, notamment dans les discussions bruxelloises, vous avez des pouvoirs publics allemands qui sont le lobbyiste en chef de l'industrie allemande. On a perdu en France, je ne parle pas à l'instant T, mais depuis 40 ans, un peu trop ce souci d'avoir un État qui était accompagnant de ces entreprises. Je vois Boris Vallaud opiner du chef, comme on dit, à plusieurs reprises. Vous êtes d'accord ? Vous partagez ce point de vue ? Oui, alors je connaissais évidemment le point de vue qui était celui de mon collègue Marlex, et je le partage très largement. La question qui est posée dans ce débat, c'est de savoir si le monde d'après ressemblera au monde d'hier. Et il est à craindre
que ce soit le cas. En 2008, après la première grande crise que nous avions connue, nous devions tout changer. Nous n'avons pas changé grand-chose. Il faut simplement, dans les interventions, et notamment celle du ministre, que nous venons d'entendre, espérer que nous soyons revenus, en effet, d'une certaine forme de naïveté française et européenne. Nous étions à certains égards les idiots utiles du village global, nous imposant en matière de concurrence des règles à nous-mêmes qu'aucun de nos concurrents ne s'imposait. Ayant sur le plan industriel, et là en particulier en France, depuis 40 ans, une forme de naïveté coupable, dont moi je date l'origine au moment du démantèlement de la Compagnie Générale d'Électricité. Voilà. Le démantèlement de la CGE, nous en avons payé le prix jusqu'à une date récente avec la vente d'Alcatel, avec la vente d'Alstom à des concurrents étrangers. Donc tout cela vient de loin. Donc la question de la souveraineté industrielle, de la souveraineté économique est un vrai sujet. Et ce n'est que fort de cette puissance économique, cette souveraineté, que nous pouvons négocier les conditions d'insertion dans la mondialisation. Pour ce qui me concerne, je ne confonds pas la souveraineté avec le souverainisme, qui en est cette maladie infantile. Je crois qu'il y a des nous pertinents, européens, internationaux. Je crois à la nécessité de renouveler le multilatéralisme, de hiérarchiser à nouveau ce qu'est la hiérarchie de nos valeurs. Et si je devais donner 3 priorités dans le moment que nous sommes en train de vivre, le premier, c'est précisément dire qu'il n'y a plus d'accord de libre-échange en échange de rien. Que pendant 40 ans, à certains égards, nous nous sommes ouverts à tous les vents mauvais de la globalisation, d'une mondialisation déloyale, sans règles, et il n'y a pas de libre-échange sans règles. Je reprends votre terme, il n'y a plus d'accord de libre-échange en échange de rien. Il y en a eu. Il y a eu beaucoup d'accords. De rien, en échange de rien. En échange de rien, vous le pouvez mesurer de façon très tangible, et on l'a touché dans cette crise du bout du doigt. Vous n'aviez pas de masque, vous n'aviez pas de respirateur, et nous étions en train de fermer la dernière usine dans le Puy-de-Dôme qui fabriquait des bouteilles d'oxygène. Voilà la réalité objective de ce que nous avons vécu. Renégocier les conditions d'insertion de la mondialisation. Première condition. Avec la puissance de l'État, la puissance publique, la puissance européenne. Je crois qu'il faut être euro-exigeant de ce point de vue-là, parce que moi je suis européen de cœur et de raison dans la guerre de modèles politiques, économiques, sociaux que nous sommes en train de vivre. Nous avons besoin d'une Europe qui soit une Europe forte, mais qu'une Europe qui protège. Première considération, les règles d'introduction de la mondialisation. Deuxième règle, il faut une politique industrielle. Et je veux dire à cet égard que je ne sais pas bien ce qu'est la politique industrielle. C'est un peu un mot valise, non ? De la France aujourd'hui. Non, ça suppose un État qui soit un État stratège, qui soit à certains égards parfois un État entrepreneur, qui puisse partager le risque avec ceux qui les prennent à travers des co-entreprises, qui accompagne ceux qui innovent, qui créent des emplois, c'est-à-dire les entrepreneurs. Et il y a les grandes entreprises, mais il y a aussi beaucoup de PME qui, dans nos territoires, innovent, prennent des risques qui sont souvent, du point de vue du dirigeant d'entreprise, des risques personnels. Moi, j'en connais beaucoup qui ne se payent pas parfois à la fin du mois pour pouvoir payer leurs salariés. Ce sont eux les capitaines d'industrie. Et puis la dernière chose, je crois qu'il nous faut inaugurer un nouvel esprit d'entreprise, sortir du dilemme appauvri de savoir s'il faut aimer ou détester l'entreprise, mais de se dire que face aux grands enjeux que nous avons à affronter, l'entreprise n'est pas qu'un acteur de marché, son action déborde sur la société, et que donc la question de la responsabilité sociale et environnementale doit être un des déterminants de la compétitivité. C'est le devoir de vigilance des entreprises qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la loi Sapin 2, c'est aussi, je le crois, la codétermination, c'est-à-dire la participation des administrateurs salariés dans l'entreprise, pour qu'il y ait, des préférences pour le long terme et les stratégies industrielles, sur le court-termisme, en particulier sur le court-termisme de marché. Merci Boris Vallothy. On se remet quelques années en arrière, lorsque votre famille politique était au pouvoir et vous-même étiez à l'Élysée. Est-ce que vous avez un regret par rapport à ce que vous dites aujourd'hui sur le nouveau partenariat, codéterminisme, État-entreprise, sur la notion d'entreprise, vous avez un regret de ce qui s'est passé ? J'ai à la fois des regrets et des satisfactions. Satisfaction d'avoir voté la loi Sapin 2, d'avoir voté la loi devoir de vigilance, d'avoir engagé les plans sur la nouvelle France industrielle. Et sur l'ambiance qui avait été créée. Avec Arnaud Montebourg. Sur l'ambiance, vous savez, par exemple, à un moment donné, on nous a dit, et j'étais au Conseil d'État pour négocier le décret sur les investissements étrangers, le décret Montebourg. C'était terrible. En réalité, c'est tout petit par rapport à ce qu'est le CFIUS aux États-Unis. Donc la réalité, c'est revenir de cette naïveté aussi, c'est considérer que dans un certain nombre de cas, il y a un rapport de force entre la puissance publique et la puissance privée. Et je pense là, dans le cas d'espèce, en rapport des forces qu'il nous faut engager au bénéfice de l'économie réelle avec un certain nombre de grandes entreprises qui ne respectent pas de règles. Merci. Denis Père, vous êtes donc à la tête d'une nouvelle entreprise dont le nom est Nature and People First. La nature et les gens en premier. Que c'est joli, que c'est joli. Je suis un peu moqueur, mais
vous avez quand même une trace vraiment libérale, pour ainsi dire ultra-libérale, comme on dit en France. Et aujourd'hui, on vous sent beaucoup plus réservé vis-à-vis de, précisément du libre-échange. Pourquoi ? Cette réserve, elle vient effectivement de mon expérience à la tête de cette entreprise qui développe des solutions de stockage d'énergie à base de solutions hydroélectriques en France, en Martinique en particulier, et aux États-Unis, dans une compétition frontale avec des solutions issues de pays émergents, de Chine en particulier, des solutions de batterie lithium-ion, qui reposent sur des standards sociaux et environnementaux qui sont radicalement différents des nôtres. Et je vais y revenir dans une minute. Mais elle repose aussi sur simplement mon observation de la désindustrialisation massive de notre pays. Je rappelle que l'industrie pèse 11% du PIB seulement aujourd'hui en France. On était en 98 encore à 15%, et il y a une quarantaine d'années à 20%. Donc il y a eu l'industrie a fondu dans notre pays pour au moins 3 raisons, selon moi. Une bonne raison qui est que les services se sont développés, donc ça a dilué bien sûr le poids de l'industrie. Une première mauvaise raison qui est la compétitivité ou la non-compétitivité du pays, avec un environnement qui est fondamentalement répulsif pour l'investissement industriel en France, avec des prélèvements obligatoires qui sont à 6 points de PIB au-dessus de la moyenne européenne, c'est-à-dire 140 milliards d'euros, c'est-à-dire 2,5 fois le budget de l'éducation nationale, pour faire la même chose que nos voisins, et souvent moins bien, par exemple en matière d'éducation. Et on le voit bien au niveau des entreprises, on a des impôts de production qui sont 2 fois supérieurs à la moyenne européenne. Alors, il y a eu des efforts récents du gouvernement, mais qui sont encore très insuffisants. Donc il y a ce problème de compétitivité qui détruit les emplois industriels. Et puis il y a selon moi aussi effectivement un problème de fonctionnement du commerce international, de fonctionnement du libre-échange, qui est un libre-échange déséquilibré et sans éthique, c'est comme ça que je le qualifie, qui a bien fonctionné tant que les économies qui étaient mises en compétition reposaient sur des standards sociaux et environnementaux qui étaient proches ou similaires. Ça a très bien fonctionné jusque dans les années 90. Vous voulez dire jusqu'au moment où la Chine entre dans le jeu, c'est ça ? Pardon ? Vous voulez dire jusqu'au moment où la Chine entre dans le jeu ? Oui, alors en fait, la première étape de ce libre-échange déséquilibré et sans éthique, pour moi, c'est et j'en parle dans mon livre Le Contrat mondial, c'est la signature du NAFTA de l'ALENA en 1994 par Bill Clinton, avec en fait une réaction des Américains au choc d'excellence japonais qui date des années 80, qui reposait sur des méthodes de management très innovantes, d'ailleurs apprises par des consultants américains au lendemain de la guerre, le Kanban, les cercles de qualité, le just-in-time, etc. Et des Américains qui ont essayé, des Européens aussi, qui ont essayé de s'adapter, d'adopter ces méthodes de management et qui, à un moment donné, ont quelque part un peu capitulé. On dit on n'y arrivera pas. Avec un moment un peu historique qui a été le constat de voir Toyota, Datsun à l'époque, s'installer aux États-Unis et avoir des usines de production d'automobiles qui étaient beaucoup plus productives que les usines américaines, avec les mêmes normes sociales et environnementales que les Américains. Donc ça, c'est la fin du siècle dernier. Et donc c'était la fin du siècle dernier, donc avec quelque part une solution de facilité qui a consisté à dire on n'y arrivera pas, allons chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique. Et avec un consensus qui s'est établi dans la classe politique américaine, avec un lobbying, il faut le dire, assez forcené de corporate américains, qui a créé USA NAFTA, qui est allé convaincre les élus locaux que la solution, c'était d'aller chercher des emplois pas chers au Mexique. Avec un seul homme politique à l'époque qui avait résisté, qui était Ross Perot, l'entrepreneur fondateur d'IDS, qui disait « We're going to hear a giant sucking sound of American jobs going south ». On va entendre une succion des emplois américains vers le sud, et qui est resté connu dans la politique américaine comme une réaction majeure, hostile à ce phénomène, et qui a été moqué à l'époque, et qui aujourd'hui, malheureusement, s'est avéré être une réalité. Donc, le choix d'aller vers le sud, vers le Mexique, et ensuite la deuxième étape, qui a consisté à dire, eh bien maintenant, allons chercher des emplois pas chers en Chine, avec le rêve de pénétrer la Chine, c'était l'époque de la fin de l'histoire, on s'en souvient sûrement, en se disant, voilà, on va accéder à une main-d'œuvre disciplinée, pas chère, et avec, en face, des standards environnementaux et sociaux qui n'étaient pas du tout les mêmes. On a chez nous 150 ans d'histoire sociale, on a 50 ans d'histoire environnementale. Quand je dis chez nous, c'est dans l'ensemble des démocraties libérales, et on est en compétition avec des environnements qui, c'est logique, ont une industrialisation qui est beaucoup plus récente. Donc ça, c'est le constat de Nipper. Voilà. Comment on fait pour en sortir ? Alors, comment on fait pour en sortir ? C'est pas simple, mais la solution, selon moi, c'est pour les industries stratégiques, celles qu'on considère comme importantes, dont parlait Olivier Marleix tout à l'heure, qui sont au cœur des infrastructures essentielles, le transport, l'énergie en particulier, les télécommunications, la santé, sur ces industries, mettre en place des systèmes d'ajustement aux frontières. On a commencé à le faire pour le carbone, et c'est très bien, en partant d'ailleurs du même constat, en partant d'un constat
finalement d'une concurrence fortement déloyale. Il faut se souvenir d'où vient effectivement ce principe d'ajustement carbone aux frontières. C'est une lettre des 150 chefs d'entreprise de la sidérurgie européenne à la Commission européenne disant on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas. Le mot ajustement, Denis Père, c'est probablement parce que vous n'aimez pas l'autre mot, ça veut dire une taxe. Oui, c'est une taxe, bien entendu. Bien sûr, c'est un ajustement qui est le seul moyen de recréer une concurrence loyale. Donc des taxes aux frontières. Avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est en compétition avec des pays qui font travailler des enfants. On est en compétition, par exemple, dans le secteur des batteries lithium-ion. Le process commence en République démocratique du Congo avec des enfants qui travaillent dans les mines pour $2 par jour. Ok, donc taxes aux frontières sur le social, taxes aux frontières sur l'environnement. Selon moi, le pendant de la compensation ou de l'ajustement carbone aux frontières, c'est un ajustement social aux frontières. Aujourd'hui, une voiture électrique fabriquée en Chine, le coût de la main-d'œuvre est à 5 € de l'heure quand il est à 30 € de l'heure. Donc c'est une compensation, effectivement, sur le coût du travail. Alors, moi j'ai deux questions à poser, l'une à Nicolas Hieronymus et l'autre à Franck Riester. Conséquences pour un industriel comme vous, et à Franck Riester, conséquences pour un gouvernement qui doit piloter l'inflation. Nicolas Hieronymus. Conséquence d'une taxe de deux taxes, une taxe sociale, une taxe environnementale aux frontières. Ce qui est très probable, c'est que, et on l'a vu dans la guerre qui a commencé à opposer États-Unis et Chine l'année dernière, c'est qu'il y aura des taxes en retour et en représailles de la part du gouvernement chinois ou du gouvernement américain. Donc moi, je suis toujours plus favorable à des accords plutôt qu'à des barrières. Je sais que la mode est au geste barrière, mais les barrières à l'entrée, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et encore une fois, je reviens sur le sujet de l'innovation. Moi, je ne connais pas le stockage d'énergie que connaît très très bien Denis. Nous avons des concurrents chinois, nous avons des concurrents indiens, nous avons des concurrents mexicains, et à la fin, certes, ils peuvent produire moins cher, mais ils n'arrivent pas à produire des produits de la même qualité que les nôtres. Et c'est ça qui est une façon de nous protéger, ce qui ne nous empêche pas, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'imposer à nos sous-traitants, à nos fabricants et à nos propres usines de respecter parfaitement les normes environnementales, les droits humains et évidemment l'ensemble des critères sociaux. Je vous cite une phrase de Mathias Cormann, qui est le nouveau patron de l'OCDE, ancien ministre des Finances australien. On peut se protéger, une interview dans l'Opinion lundi dernier, on peut se protéger de la concurrence et de l'innovation, mais on n'empêchera jamais ces innovations de se produire ailleurs. Ceux qui se retranchent derrière le protectionnisme prendront de plus en plus de retard. Ça, au moins, c'est dit. Franck Riester sur l'inflation. Non, mais c'est ce qu'a dit M. Hieronymus, c'est très juste. Il faut faire attention dans les politiques qui sont conduites pour ne pas rentrer ou renforcer des tensions commerciales qui sont déjà fortes. Vous avez vu que depuis quelques mois, les tensions commerciales diminuent avec les États-Unis, même s'il y a encore un grand nombre de sujets qui sont sur la table, qui doivent évoluer positivement. Il faut qu'on soit vigilant. Et en même temps, on ne peut pas demander à nos entreprises de faire des efforts importants en matière notamment de développement durable, leur demander de décarboner leur industrie et de ne pas leur donner les moyens de se protéger par rapport à une concurrence venus d'autres pays qui ne sont pas aussi ambitieux en matière de décarbonation de leur économie. Et donc le mécanisme, parce que ce n'est pas une taxe, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur lequel nous travaillons, qui est très complexe, qui est très difficile, c'est pour ça que nous voulons commencer par quelques secteurs d'activité, je pense par exemple à l'acier, je pense par exemple à l'aluminium, au ciment, sont des solutions qui nous paraissent sur le temps long les meilleures. Mais en même temps, elles permettent de lutter contre les fuites de carbone et d'être plutôt que dans une stratégie de perdant-perdant, dans une stratégie de gagnant-gagnant. Parce que le risque, effectivement, c'est que ces entreprises européennes à qui on demande plus en matière de décarbonation ne puissent pas, dans la compétition internationale, résister face à leurs concurrents avec lesquels leurs États ne sont pas aussi ambitieux et, à nouveau, se délocalisent. Et donc, le mécanisme d'ajustement carbone est une réponse, à notre avis, la plus adaptée. Et ça va être nécessaire de travailler avec nos partenaires pour que nos partenaires internationaux ne prennent pas ce mécanisme d'ajustement carbone à frontières comme un outil de protectionnisme, mais bien comme un outil au service de la lutte commune contre le réchauffement climatique. Agnès Benassi-Kéré, je vous renvoie la question sur la conséquence prix, la conséquence inflation de ce genre de montée en charge des mécanismes de protection. Oui, alors tout à fait. Déjà sur le mécanisme d'ajustement carbone, il commence à y avoir des évaluations des impacts sur les exportations européennes. Il y a un travail qui a été publié par le CEPI sur le sujet, qui calcule
la baisse induite des exportations pour les entreprises françaises qui perdraient les quotas gratuits, puisque ce serait incompatible avec l'OMC, et aussi pour les entreprises en aval. Et là, je voudrais rappeler quand même que la majorité du commerce international pour un pays comme la France, c'est des produits intermédiaires. Donc, faire très attention de l'impact sur les coûts et de ne pas devenir non compétitif sur tous les produits. Et si je peux réagir très rapidement sur d'autres choses qui ont été dites. Très vite, et après Denis Père, très vite. Et rapprocher le taux de chômage français de la mondialisation pour dire que c'est donc un échec de la mondialisation, je pense que c'est quand même un peu rapide. Le même traitement appliqué à d'autres pays a conduit à des taux de chômage très bas. Donc je pense qu'il faut quand même s'interroger sur nos politiques à nous. Et également ne pas occulter la réussite des groupes français à l'étranger. Il y a L'Oréal, mais d'autres groupes. J'étais récemment en discussion avec des économistes polonais qui m'affirmaient que l'intégration européenne pour un pays comme la Pologne, ça avait été neutre pour la Pologne et positif pour un pays comme la France, parce que les bénéfices faits par les entreprises multinationales en Pologne avaient été rapatriés. Donc, si c'est donc je pense qu'il y avait une dose de mauvaise foi qui était très grande. Voilà, mais j'allais vous le dire. Mais je voulais quand même mentionner qu'il y a des bénéfices. Il y a des regards différents sur ces sujets. Et enfin, sur la concurrence déloyale, ça existe. Je pense que c'est l'agenda de réforme qui a été mentionné par le ministre il y a un instant. Et enfin, sur les demandes. J'ai moi-même une demande pour les entreprises. Lorsqu'il y a des demandes qui sont faites type baisse de charges sociales, il faut quand même hiérarchiser. Moi, je vois partout que le problème numéro 1 des entreprises aujourd'hui, c'est, bon, d'une part, les approvisionnements, mais d'autre part, de manière peut-être plus durable, les difficultés de recrutement. Si le problème numéro 1, c'est les difficultés de recrutement, à ce moment-là, les demandes doivent être... Bon, voilà, vous avez fait une réforme de l'apprentissage, ça marche bien à certains aspects, mais il y a des choses à corriger, et voilà ce qu'on pourrait proposer. Donc, on ne peut pas dire le problème numéro 1, c'est le recrutement, et dire la solution, c'est la baisse des charges sociales. C'est clair. Denis Père, vraiment très vite. Oui, j'aimerais réagir. Oui, mais enfin, il ne faut pas que... Si, très vite. Pas de droit de réponse. Pour revenir sur ce que disait Nicolas à l'instant, et moi, je me félicite que L'Oréal réussisse dans la mondialisation, et c'est tant mieux en capitalisant sur la marque France, sur son excellence, ses capacités d'innovation. Mais dans un certain nombre de domaines, c'est compliqué, en particulier les activités B2B. Aujourd'hui, vous prenez la Chine, on a longtemps dit on va s'en sortir par le haut, par l'innovation. La Chine, aujourd'hui, a le capital intellectuel qui lui permet de rivaliser dans tous les domaines. Ils ont l'ordinateur quantique le plus important au monde, le plus puissant au monde. Ils viennent de déposer un rover sur Mars. Ils font voler des avions hypersoniques à 6000 km/h. On ne peut pas lutter à armes égales aujourd'hui avec ce type de pays, avec les normes sociales et environnementales que nous avons, s'il n'y a pas un minimum de compensation. Olivier Marleix. Ensuite, sur les Olivier Marleix. Les enjeux, quand même, c'est important. Non, Denis Père, non, franchement, on n'a pas... Olivier Marleix, un mot. La réponse, elle est à 3 niveaux. Elle est au niveau mondial, plus de régulation, d'accord avec tout ce que dit Denis Père, vaste chantier. Hein. Au niveau européen, on peut saluer le président Breton pour saluer le fait que les choses sont en train de changer, mais enfin, je pense que la Commission nous protège encore du risque protectionniste pour quelques années. Juste un détail, l'essentiel de notre commerce extérieur, nous le faisons entre pays européens. Croyez-vous réellement que durablement nous défendrons notre industrie avec une Pologne ou une Slovaquie qui ont un salaire minimum à 380 €? Relisons ce que disait le président Pompidou dans un sommet de 72 quand on a accueilli les Anglais et quelques autres. Il disait si on n'y fait pas garde, prend pas garde, les écarts de différence de niveau de vie sociale entre nos pays créeront des chocs de compétitivité entre nos pays, des écarts de compétitivité insoutenables. Et puis enfin, les Françaises, l'État stratège, c'est quoi en un mot? Une illustration, la préparation de l'euro. Qu'est-ce qu'on a fait en France? On a fait les 35 heures, alors que c'était nous qui demandions l'euro. Qu'ont fait les Allemands? Ils ont fait la TVA sociale. Ouais. Voilà. C'est ça l'État stratège, c'est un État qui pense un tout petit peu aux conséquences des normes qu'il impose. Merci beaucoup, merci Olivier Marleix, Nicolas Hieronymus, Franck Riester, Agnès Merci-Quéré, merci Denis Père et Boris Vallaud. On a beaucoup parlé, et je le dis pour Thierry Breton qui va nous succéder sur ces... On a beaucoup parlé de la naïveté de l'Europe et de l'exigence de relever les standards du point de vue de ce qu'on doit exiger de l'Europe. Et ben, on va tout de suite entendre la réponse de Thierry Breton. Merci à tous, merci et bravo.